Bonjour et bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres. Dernière ligne droite pour la campagne électorale en vue des élections législatives de samedi prochain en Côte d'Ivoire. Plus de 1500 candidats sont en lice, mais quelle place pour les postulants issus de la nouvelle génération? Nous nous sommes posé la question. Reportage à suivre dans ce journal. L'accès à une eau salubre reste encore un privilège. Au Togo, la disponibilité en eau courante est loin de satisfaire les besoins des populations. Les autorités, elles, viennent de lancer des travaux, mais seules quelques localités rurales sont concernées. Masques, respirateurs, lits, personnel formé à la réanimation. Le Somaliland tente d'augmenter ses capacités de prise en charge des malades du Covid-19 grâce au soutien de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Mais tout d'abord, ce front qui se forme en Zambie autour de l'opposant Hakainde Hichilema. Une alliance s'est constituée en vue de la présidentielle prévue en août 2021. Le nouveau regroupement de l'opposition prend le nom de l'UPND, le Parti uni pour le développement national. L'alliance aurait exhorté Hakainde Hichilema à se présenter à la prochaine présidentielle. Demande acceptée par le leader de l'UPND qui devrait donc affronter le président sortant, Edgar Lungu, qui brigue un second mandat. En Côte d'Ivoire, la campagne électorale se poursuit. Les électeurs sont appelés aux urnes le 6 mars pour renouveler leurs 255 députés. Plus de 1500 candidats sont en lice. Parmi eux figurent des candidats issus de la nouvelle génération. Tous tentent de gommer ce fossé générationnel que l'on observe dans ce pays entre la classe politique actuelle et la population. Reportage de notre correspondant Oliva Diakoto. Ils ont entre 30 et 40 ans, ces jeunes Ivoiriens qui rêvent d'un renouvellement de la classe politique à l'issue des législatives du 6 mars 2021 en Côte d'Ivoire. Titulaires comme suppléants, ils sont plusieurs centaines à descendre dans l'arène politique pour bousculer leurs aînés. C'est le cas de Lazare Bogou et de Lori Joël Nyonka. Ils conduisent dans ce sens une liste indépendante dans la commune de Daloa. Chaque génération a véritablement son temps. Je pense que c'est le nôtre maintenant. Le plus jeune candidat, il a 35 ans. C'est l'occasion aussi de demander à mes frères, aux jeunes frères qui sont moins âgés que nous, de s'impliquer vraiment dans la vie politique. Parce que c'est la politique qui fait changer les choses. Nous devons faire notre temps pour que nos petits frères qui sont derrière nous puissent aussi venir faire leur temps. Mais si nos parents sont encore dans notre temps, à quel moment nous allons nous affirmer? Alors on peut dire que cette élection va sonner la retraite de certains de nos aînés. Taxé de partis conservateurs avec un fort penchant pour la classe vieillissante, le PDCI et le RHDP ont réussi l'exploit dans certaines circonscriptions d'aligner des jeunes sur leur liste. C'est le cas d'Augustin Dia Oufoué, petit-fils du président Oufoué, et Nuho Bakayoko, qui défendront les couleurs de leurs différents partis à Yopougon, plus grande circonscription électorale du pays. Ça montre clairement que le changement générationnel, il n'est pas dans la bouche au PDCI, il est dans les actes. Et dans ces actes-là, c'est ma candidature ici à Yopougon. Nous, jeunes Ivoiriens, devons pouvoir prendre toute notre place dans l'arène politique. C'est vrai que nous ne disons pas aux aînés de s'en aller, mais il est important pour nous d'apprendre à leur côté, et puis au fur et à mesure qu'on puisse nous donner toutes nos responsabilités pour pouvoir gérer. En rappel, 255 députés seront élus dans le cadre des législatives de 2021 et formeront la 13e législature du pays depuis 1959. Toujours dans l'actualité ivoirienne, l'Union interparlementaire, l'Organisation mondiale des parlements des États souverains exhorte le pouvoir ivoirien à lui fournir une copie de la décision du tribunal de première instance condamnant à 20 ans de prison Guillaume Soro, l'ex-premier ministre et ancien président de l'Assemblée nationale. Ce verdict remonte au mois d'avril 2020. Guillaume Soro a été condamné à 20 ans de prison pour recel de détournement de deniers publics et blanchiment de capitaux par le tribunal correctionnel d'Abidjan. L'inflation repart à la hausse au Kenya. Elle était de 5,78% en glissement annuel en février contre 5,69% en janvier, selon les chiffres du Bureau des statistiques. Une envolée des prix qui touche de plein fouet des secteurs entiers, au premier rang desquels celui de l'agroalimentaire et de l'énergie. Mildred Diamou.
L'inflation sur un an au Kenya est passée à 5,78% en février 2021 contre 5,69% en janvier 2021. Les données du Bureau national des statistiques révèlent que l'indice des prix à la consommation a augmenté de 0,70%, passant de 112,576 en janvier à 113,365 en février 2021. La hausse du taux d'inflation au Kenya est d'abord conjoncturelle. Elle a deux principales sources. Une source interne qui est monétaire et une source externe qui dépend des aléas du marché. Le Kenya a habituellement une sécurité de 2, 3, 4 mois pour être capable de faire face à ce risque. Mais ce risque a été latent, ce qui a obligé le pays à jouer sur ses taux d'intérêt ou à jouer sur sa planche à billets, ce qui naturellement crée une inconstance en termes annuels du taux d'inflation. Au cours de la période sous revue, l'indice des produits alimentaires et des boissons non alcoolisées a augmenté de 1,1%, tandis que les prix du bœuf, de la farine de blé blanche et des tomates a augmenté respectivement de 0,78, 2,7 et 2,1%. L'indice du logement, de l'eau, de l'électricité, du gaz et des autres combustibles a également connu une hausse de 0,43% entre janvier et février 2021, selon les données du Bureau national des statistiques. Le premier verrou à bloquer pour maintenir ce taux d'inflation à un taux raisonnable, c'est de sécuriser la monnaie, c'est de stabiliser le shilling, c'est d'augmenter le stock de sécurité et des réserves du shilling. La meilleure stratégie sera de stocker des devises fortes, mais ceci ne passe que par une diversification des exportations. Le pays doit accroître sa production interne. L'accroissement de sa production interne va nécessairement créer un marché environnant. Cependant, une baisse a été observée dans d'autres produits alimentaires tels que les citrons, les mangues et le maïs. Dans le même temps, l'indice des transports a diminué de 2,33%, principalement en raison d'une hausse des prix à la pompe du diesel et de l'essence de 5,66 et 7,57 respectivement. La préoccupante montée de la dette africaine dans certains pays, le niveau d'endettement a doublé depuis 2009 alors que la conjoncture économique mondiale augmente la précarité de la plupart des économies du continent. L'Afrique du Sud, qui est également concernée par cette situation, prévoit certes une amélioration du niveau de sa dette, mais pas avant 2025. Lorita Simbou. En Afrique du Sud, selon le ministre des Finances, Tito Mboweni, le pays veut stabiliser le niveau de sa dette publique à 88,6% d'ici 2025-2026. L'objectif est de réduire progressivement le niveau de la dette publique par rapport au produit intérieur brut. Le niveau élevé de la dette publique augmente le coût des emprunts dans l'ensemble de l'économie. L'augmentation de la dette entraîne une hausse de la fiscalité et de l'incertitude pour l'avenir. Le service de cette dette croissante enlève des ressources qui auraient pu être investies dans les infrastructures et effilocher notre solidarité sociale. Pour l'année 2020-2021, les autorités sud-africaines ont indiqué qu'elles s'attendent à une hausse des recettes budgétaires à 1 350 milliards de rand, soit 25% du produit intérieur brut. Pour l'année 2023-2024, ce chiffre devrait passer à 1 500 milliards de rand. Je pense que les solutions pour préserver son déficit public et sa dette publique est surtout d'avoir une croissance qui soit assez soutenue afin de voter des budgets qui soient à l'équilibre. Donc pour ma part, je pense qu'il faudrait vraiment essayer de limiter les déficits et pour limiter les déficits, il faudra que l'État sud-africain enregistre plus de recettes que de dépenses. Donc il faudra que l'État sud-africain réduise son train de vie en tout cas et une croissance suffisamment forte pour pouvoir obtenir des recettes fiscales suffisamment élevées pour voter un budget à l'équilibre. Une croissance soutenue aussi est une solution sur le long terme viable pour réduire la dette publique du pays car on sait qu'avec de la croissance, on peut voter plus de recettes et finalement réduire la dette publique. Même si le gouvernement sud-africain compte sur les impôts pour atteindre ce niveau, le ministre des Finances du pays reconnaît qu'un système fiscal trop pesant sur les entreprises et les ménages, dans le contexte actuel, pourrait avoir un effet contre-productif. Dans un rapport publié en 2019, l'Institute of International Finance a indiqué que la dette publique sud-africaine pourrait grimper à 95% du produit intérieur brut d'ici 2024.
Malgré des progrès relatifs, les conclusions sont alarmantes. 320 millions d'Africains sont encore privés d'eau potable. C'est le cas surtout dans les zones rurales, mais les zones urbaines ne sont pas en reste. Elles sont elles aussi confrontées aux problèmes d'approvisionnement et au manque d'assainissement. Illustration au Togo, où les autorités disent prendre des mesures, mais seules quelques régions rurales sont concernées. Marie-Raphaël Antolo. Au Togo, les autorités ont lancé la construction et la réhabilitation de 400 nouveaux forages et 200 latrines modernes dans les localités rurales des régions des Savanes et de l'Akara. Le coup d'envoi des travaux a été donné le 26 février 2021 par le Premier ministre Victoire Toméga Dogbe. Les travaux d'un coût total de 6,58 milliards de francs CFA s'inscrivent dans la seconde phase du projet d'amélioration des conditions sanitaires en milieu scolaire et rural financé par l'Agence française de développement. Toutes ces zones qui sont situées soit dans le Sahel, soit dans le Sahara, soit à la lisière du Sahel ou du Sahara, ont malheureusement des cours d'eau qui ne sont pas permanents. Ces cours d'eau s'assèchent à un moment de l'année. Donc la première raison de l'absence d'eau dans ces localités tient de ce que les cours d'eau à partir desquels on capte donc l'eau pour pouvoir alimenter les maisons, donner aux ménages, sont des cours d'eau qui ne sont pas permanents. Avec l'appui de ses partenaires, le gouvernement togolais a lancé de nouveaux programmes pour améliorer les conditions de vie en zone rurale. Seulement l'insuffisance des ouvrages d'approvisionnement en eau potable influence négativement sur la santé des populations. Selon le gouvernement togolais, la réalisation de ces ouvrages permettra à plus de 300 000 personnes vivant en milieu rural de bénéficier d'un meilleur accès à l'eau potable. Plus d'absence d'eau maintenant expose les populations aux maladies hydriques que l'on connaît. Ça s'appelait généralement les maladies du péril fécal, la diarrhée, l'onchocercose. Il faut donc forcément de l'eau potable et à profusion pour pouvoir limiter la propension au sein de la population de la région des Savanes et de l'Akara. Pour l'exécutif, l'objectif ici est de faire passer le taux de couverture à l'eau potable en milieu rural de 70% à 85% dans la Kara et de 67% à 72% dans les savanes. Pour rappel, l'accès à l'eau au Togo a connu un coup d'accélérateur au cours des dernières années, passant de 25% en 2005 à près de 70% en 2019 avec la construction et la réhabilitation de près de 8000 forages. Les forêts de Kolda, Matam, Tambacounda et Sédiou au Sénégal sont désormais classées. Elles sont 9 au total et s'étendent sur plus de 84 000 hectares. Ce classement a été acté sur décision du président de la République, Macky Sall. Il s'agit à travers cette mesure de préserver la biodiversité. La décision entre également dans le cadre de la réalisation du projet continental de la Grande Muraille Verte, initiative phare de l'Union africaine pour lutter contre les effets du changement climatique. La précarité des services de santé, les infrastructures insuffisantes, le manque de sites de quarantaine en normes, de lits également de réanimation et d'oxygène exposent les malades du Covid-19 à une mort quasi inévitable. Une situation malheureusement observable au Somaliland qui, totalement dépassé par la situation, reçoit l'aide de l'Organisation mondiale de la santé. Gladys Mwamba. C'est une bouffée d'oxygène pour le Somaliland. Le système de santé de ce territoire autoproclamé indépendant en 1991 a récemment bénéficié de l'envoi de matériel médical de la part de l'Organisation mondiale de la santé et de ses partenaires. Un programme qui a permis en février 2021 la distribution de plus de 30 000 concentrateurs d'oxygène et 40 000 oxymètres de pouls à 121 pays, dont le Somaliland fait partie. L'une des interventions de l'OMS, c'est de soutenir le Somaliland avec beaucoup de matériel. Et l'un des principaux équipements sont ces concentrateurs d'oxygène. Déjà limité depuis des années, l'approvisionnement des centres de santé en fourniture d'oxygène s'est exacerbé par la pandémie de Covid-19. À l'hôpital général de Hargeisa du Somaliland, les concentrateurs d'oxygène fournis par l'OMS font la différence. Les patients atteints de la Covid-19, les enfants souffrant de pneumonie et d'autres maladies respiratoires ont pu bénéficier de ce don de fourniture. Les concentrateurs d'oxygène sont très précieux pour nous. Ils n'ont pas besoin d'être remplis comme les bouteilles d'oxygène. Ils ont juste besoin de courant électrique pour fonctionner correctement.
Le Somaliland, État de 3,5 millions d'habitants, n'a pas échappé à la pandémie de Covid-19. Au 15 décembre 2020, plus de 1200 cas de Covid-19 et 42 décès étaient recensés. Si la livraison du matériel d'oxygène est saluée par les experts de la santé somalilandais, le déficit en formation du corps médical reste au centre des préoccupations. La capacité du Somaliland à faire face au coronavirus reste limitée, compte tenu de la fragilité du système de santé de cette république autoproclamée de la Corne de l'Afrique, qui n'est toujours pas reconnue par la communauté internationale. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.